C'est le fruit d'une action concertée des députés de toutes les chapelles politiques. Ces derniers jours, le mouvement des fondeurs, près de 70, mené par Sali Daïrou, membre du bureau politique du RDPC et ancien ministre, a durci le ton. Le mouvement a menacé de boycotter la séance de clôture de la session parlementaire. De ce fait, poursuit le quotidien Le Jour, après moult tractations entre le président de l'Assemblée nationale et les fondeurs, le morceau a fini par être lâché. Les parlementaires du Cameroun gagneront désormais, en plus de leur hôte émolument, une prime de 3 millions de francs CFA annuels pour l'entretien des véhicules. La prime était déjà disponible en liquide le 7 avril au soir, à concurrence de 1 million. Le reste devant être payé plus tard. Le journal Le Jour, rédacteur de l'article, souligne que rien n'a pu infléchir la position des représentants du peuple. Ni l'argumentaire sur le contexte difficile, ni le mauvais goût de cette réclamation n'ont découragé les députés qui ont tenu ferme. Leur réclamation a cependant un contexte. En effet, les députés qui gagnent déjà près de 1 million de francs CFA mensuels, auxquels il faut ajouter 1,2 million de primes de cession et 1 million de primes de communication, estiment qu'ils sont lésés par rapport à leurs collègues membres du bureau de l'Assemblée nationale qui, eux, ont de nombreux avantages en numéraire et en nature. Ils voulaient ainsi obtenir les 10 millions alloués aux sénateurs au titre d'intervention en comparaison avec leurs 8 millions de projets. Ils souhaitaient une revalorisation qu'ils n'ont pas eue. Autre point d'aigreur, les députés s'estiment moins bien lotis que les simples fonctionnaires de l'Assemblée nationale, dont certains, de par leur statut, gagnent mieux leur vie que les députés ordinaires. Du 4 au 6 avril 2016, Yaoundé, la capitale du Cameroun, a abrité le séminaire régional sur le bilan et les perspectives des réformes de la gestion des finances publiques dans les pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À en croire les organisateurs, il était question pendant les 3 jours de faire le point sur la mise en œuvre des directives relatives au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, aux lois des finances, au règlement général sur la comptabilité publique, à la nomenclature budgétaire de l'État, au plan comptable de l'État et au tableau des opérations financières de l'État. De l'avis des experts du FMI, la plupart des pays de la CEMAC ont avancé dans le processus, même si la mise en œuvre de ces directives varie d'un pays à un autre. Ils se sont d'ailleurs dit très comblés de la participation, des débats qui ont été fructueux et du fait que les recommandations exprimées vont permettre d'aller de l'avant. Étant donné que les faiblesses ou difficultés ont été identifiées, les besoins dans l'assistance technique ont été évalués pour donner un élan plus fort dans la mise en œuvre des dites directives. Pour Paul Tasson, commissaire et chef du département des politiques économiques, monétaires et financières de la commission de la CEMAC, le travail à faire a été réorienté. Nous avons organisé ce séminaire conjointement avec le Fonds monétaire international et le gouvernement du Japon afin d'évaluer la mise en œuvre des réformes des finances publiques dans notre sous-région. Nous avons rassemblé à Yaoundé pendant 3 jours les praticiens des finances publiques, ceux qui ont la responsabilité de réformer la gestion des finances publiques dans les différents États membres de notre sous-région, afin d'évaluer les chemins parcourus depuis la mise en œuvre, l'adoption des directives communautaires pour la gestion des finances publiques, de partager les perspectives pour la suite du processus, d'enregistrer les difficultés que les uns et les autres sont en train de rencontrer ou peuvent rencontrer pour la conduite de ces chantiers de réforme et réorienter le travail à faire. Si ce séminaire semble avoir répondu à toutes les attentes, espoir reste que les recommandations formulées ouvrent de nouvelles pistes de travail afin que dans un avenir proche, un second souffle soit donné pour accélérer le processus de transformation
transposition des 6 directives dans la mise en œuvre des réformes qui doit s'achever en 2017. Aussi s'impose la nécessité d'un engagement politique fort et le besoin d'associer le contrôle des parlementaires pour le bien de toute la région Afrique centrale. La commission de la CEMAC porte alors la responsabilité d'alerter les politiques qui doivent s'approprier les conclusions et les suggestions formulées par les experts. Cette rencontre avec pour objectif l'examen et l'adoption des documents cadres élaborés à l'occasion des manifestations civiles de la 44e édition de la Fête nationale. Fête qui, en croit le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civile, relève des événements souverains nationaux. Cette année, elle va se dérouler dans un contexte marqué par plusieurs défis auxquels le Cameroun fait face. Il s'agit, à citer Mounouna Foussou, des incursions répétées, des attaques de la secte terroriste Boko Haram, des défis sécuritaires dans la région de l'Est et des défis liés à la performance économique rappelés par le chef de l'État le 31 décembre 2015 et le 10 février 2016. De l'avis du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, cette situation appelle à une prise de conscience à la fois individuelle et collective, à une synergie d'action des populations et des forces de défense, raison pour laquelle, soutient Mounouna Foussou, les activités civiles doivent offrir à chaque Camerounais l'occasion de montrer aux côtés des forces de défense et de sécurité son attachement à la patrie, aux institutions et aux idéaux. Il est plus question à marteler le ministre de mettre un accent particulier sur les valeurs de la paix, de la tolérance, de la solidarité, de l'harmonie, du patriotisme, du loyalisme et du civisme. Au cours donc de cette première réunion préparatoire, les projets des grandes orientations de la célébration de la fête nationale dans sa composante civile ont été présentés, ainsi que les propositions de commission qui mettront en œuvre les activités civiles retenues. Comme vous le constatez, toutes ces activités de célébration qui ont marqué ce cinquantenaire de la fête de la jeunesse se sont déroulées sur fond d'éducation civique et d'intégration nationale. Je voudrais saisir cette occasion pour témoigner toute ma gratitude à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont impliqués dans l'organisation de ce cinquantenaire. Et comme il est de tradition chez nous, qui dit merci en demande davantage. Donc, une fois de plus, je vous invite à nous accompagner dans l'organisation des activités civiles marquant la célébration de la 44e fête nationale. Il était question au cours de cette rencontre d'évaluer les activités de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse qui se sont déroulées sous fond d'éducation civique et de promotion de l'intégration nationale. La correspondance des leaders politiques de l'UPC, du Parti Univers, du CPP et du MRC, adressée à Emmanuel Sadi ci-devant, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, révèle que les interventions répétées au cours de ces derniers mois de sous-préfets, accompagnées d'escouades des forces de l'ordre, animées d'intentions violentes et équipées à cette fin, constituent des violations flagrantes de la loi 90/55 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques. Maurice Kamto du MRC, Kawala du CPP, Prosper Nkumvondo du Parti de l'Univers et Ndema Samé de l'UPC s'offusquent dans leur lettre ouverte du fait que l'autorité administrative les accuse d'avoir omis de déclarer leur manifestation et de rappeler au ministre qu'une réunion organisée dans un endroit comme le siège du MRC n'a pas besoin d'une déclaration préalable. De ce fait, l'opposition dénonce les actes qui ont suivi cette interdiction, jugée d'une illégalité totale. D'abord, la gravité de priver les citoyens de liberté et de les faire asseoir au sol sans pouvoir leur citer une raison quelconque remet en cause les fondements même de la République, acte-t-il. Enfin, interpeller les personnes qui n'étaient en rien impliquées dans l'organisation de la conférence de presse alors que les organisateurs qui y avaient déclaré les responsabilités étaient présents. L'opposition camerounaise s'attarde sur le fait qu'un pays tel que le Cameroun soit défini comme étant un pays en paix alors qu'il y a des Camerounais qu'on ne laisse pas parler à d'autres Camerounais frustrés et mécontents. L'agissement des autorités administratives est jugé malsain à tous égards. Des individus, des organisations, la paix sociale et politique
Enfin, le développement du Cameroun en souffre. L'opposition exhorte donc René Emmanuel Sadi à user des pouvoirs qui sont les siens afin de cesser définitivement ces pratiques contre lesquelles les Camerounais ont longuement marché à la fin des années 80. Les supputations sur la fortune de Vladimir Poutine alimentent depuis longtemps les rumeurs. En cela, les révélations des Panama Papers ne sont pas une surprise, mais elles pourraient mettre à jour un réseau encore plus vaste et plus conséquent qu'on ne l'imaginait. Le nom du président russe n'apparaît pas dans les documents qui ont fuité, mais ceux d'amis très proches, si. Des amis qui datent de l'époque Saint-Pétersbourg, où Poutine est né, a grandi et où il a fait ses débuts en politique. C'est ici, dans cette ville, qu'en 1977, il rencontre notamment celui qui deviendra un violoncelliste de renommée mondiale, Sergueï Roldugin. Celui-ci lui présentera sa première femme, Ludmila, et deviendra le parrain de sa fille. Les deux hommes sont considérés comme meilleurs amis et le profil discret et anti-businessman de Roldugin est un écran parfait. Autre ami très proche, impliqué, Yuri Kovalchuk, considéré lui comme le banquier personnel de Poutine. Il est à la tête de la Rossia Bank, basée à Saint-Pétersbourg, qui se trouve être au cœur de ses montages financiers. La Rossia Bank aurait contribué à la création de sociétés écrans au nom de Roldugin, comme la Sonnet Overseas ou l'International Media Overseas. Au total, 7 compagnies enregistrées offshore, au Panama, à Belize ou aux îles Vierges britanniques. Gérée par une discrète compagnie d'avocats panaméenne spécialisée dans la domiciliation des sociétés offshore, pour ne pas dire dans l'évasion fiscale, le cabinet Mossack Fonseca, qui signe les prêts pour les sociétés concernées. L'argent transite par la Russian Commercial Bank de Chypre, une filiale de la Banque nationale russe VTB, et revient dans les caisses de ces sociétés. La Sandalwood Continental, établie aux îles Vierges britanniques, est l'une des principales. De 2009 à 2012, elle a reçu plus d'1 milliard de dollars en prêts. En 2011, de gros prêts pour plus de 10 millions d'euros auraient d'ailleurs été accordés principalement via la Sandalwood à la station de ski Gora près de Saint-Pétersbourg. C'est justement là que la fille cadette de Vladimir Poutine se marie en 2013 lors d'une cérémonie fastueuse mais tenue secrète ou presque. Au total, 2 milliards de dollars seraient ainsi sortis de Russie par l'entourage du président russe. Le Cameroun aura-t-il le temps nécessaire pour tout mettre en place avant le premier test grandeur nature de la CAN 2016? À quelques 6 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique de football féminin, le constat est un peu mitigé en ce qui concerne les stades devant abriter la compétition à Yaoundé et Limbé. Les différents chantiers se poursuivent tant bien que mal. Le délai imparti aux entreprises chargées de ces travaux était de 8 mois à compter de fin novembre 2015 et on s'achemine inexorablement vers cette échéance. À Limbé, le gros du travail porte sur l'aménagement des voies d'accès et autres commodités et il faudra certainement attendre vers août-septembre pour voir le joyau de Guémé dans toute sa splendeur. Le fait que l'infrastructure ait accueilli son premier match officiel il y a quelques jours est déjà rassurant. Le remplacement de Sino Hydro par Arab Contractor a quelque peu ralenti les choses du côté du stade Omnisport de Yaoundé, où on tente de rattraper le retard. Des rallonges de délais et autres remplacements d'entrepreneurs n'y feront rien dans tous les cas. Le temps est compté.